Bienvenue dans notre nouvelle émission Comprendre pour agir. On est là ce soir pour parler d'un livre qui s'appelle L'énergie et notre avenir, socialisons-la, qui est sorti aux éditions Les Liens qui libèrent et qui a été coécrit avec Sud Énergie. Et pour parler de ce livre, donc j'accueille Anne de Bréjas et James Cleaver. Anne, tu travailles à EDF Recherche et Développement. Tu es porte-parole de la Fédération Sud Énergie. Et James, tu es syndiqué à la section Sud Énergie d'Enercop. Tout à fait. Voilà. Donc, ce livre, L'énergie et notre avenir, socialisons-la, c'est le premier livre de la collection Comprendre pour agir, lancé donc par Attaque. Et pour ce premier livre, on a décidé de s'intéresser donc au sujet de l'énergie, étant donné que cette collection, elle a vraiment vocation à explorer un sujet en particulier pour mieux le comprendre et proposer des solutions qui permettent d'envisager un monde plus désirable et proposer donc des solutions concrètes. Et donc on a choisi de commencer cette collection avec l'énergie. Et peut-être James, tu peux nous expliquer pourquoi c'était important de s'intéresser à l'énergie et en particulier peut-être à l'électricité dans ce livre. On voulait s'exprimer au sujet de l'énergie parce que c'est une composante de la vie quotidienne qui a une place très très importante, qui est nécessaire et qui est aussi participe pour une bonne partie aux émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas, c'est un aspect qui vient structurer beaucoup nos consommations, nos capacités de consommation, et à la suite de ça, les émissions qu'on va avoir et les impacts sur l'environnement. On a voulu faire le livre en associant en complémentarité les expériences et de la section EDF Recherche et Développement et Enercop pour que on puisse porter le message du syndicat Sud Énergie autour. On aura l'occasion de revenir ce soir plus largement sur la proposition politique qui est faite dans le livre, mais d'avoir un opérateur public revenir sur quelque chose d'un opérateur unique, mais avec des aspects de contrôle citoyen qui sont plutôt dans la veine de ce que Enercop a pu proposer. Et redire aussi qu'on a volontairement limité le périmètre de la notion d'énergie qu'on avait dans le livre à la question de l'électricité, parce qu'on envisage une sortie des énergies fossiles, et donc à moyen long terme, on a besoin d'ici 2050 de s'extraire des énergies fossiles et ça va passer par une réorientation sur l'électricité. Mais on a conscience que la totalité de l'énergie en France ne concerne pas que l'électricité et donc c'est un champ limité. Mais on verra que dans la partie discussion de futur énergétique, les autres vecteurs et les autres activités seront abordés aussi. Merci. Et du coup, ce qu'on va faire là pour l'émission, c'est qu'on va vraiment parcourir en fait le livre et se baser sur la structure du livre pour alimenter la discussion et le débat. On pense que ça permettra en fait à vous ensuite de relire ou de lire le livre en ayant en tête les éléments et les explications de nos invités. Donc le livre, il est structuré en deux parties. Une première partie qui nous aide à comprendre le fonctionnement et surtout les dysfonctionnements du marché de l'électricité actuel. Et une deuxième partie qui est vraiment tournée vers les solutions, quel système énergétique on imagine et comment on imagine le construire. Et surtout derrière, qu'est-ce que ça changerait pour tout le monde. On développera. Et donc, ce que je propose peut-être, Anne, c'est qu'on commence avec justement cette question du marché de l'électricité et que tu nous expliques pourquoi l'électricité en particulier, qu'est-ce qu'a de l'électricité de particulier justement qui vaille la peine de parler ce soir. Oui, qu'est-ce qui fait qu'elle est pour nous intrinsèquement complètement inadaptée à la concurrence. D'abord, c'est un bien de première nécessité. On voit que quand l'électricité s'arrête, la société ne fonctionne plus, à la fois économiquement, les entreprises, mais aussi nous-mêmes, les ménages, on a besoin de l'électricité, c'est devenu essentiel. Donc, comme c'est un bien de première nécessité, ça doit être géré sous forme de service public, normalement pour permettre de garantir l'accès à tous dans les mêmes conditions, dans des conditions d'équité à ce bien. C'est d'ailleurs dans le Code de l'énergie.
Donc ça déjà c'est pas très compatible avec la concurrence où il y a des négociations entre où tout le monde a des prix différents en fait. Ensuite il y a des contraintes techniques très particulières pour l'électricité. L'électricité c'est une onde qui se déplace presque à la vitesse de la lumière sur un réseau qui est très grand, qui est le réseau à l'échelle européenne. Et il faut maintenir un équilibre parfait à chaque instant entre toute la consommation et toute la production. Donc pour faire ça, on se rend bien compte que maintenir un équilibre, c'est pas très adapté au fait d'avoir des acteurs qui se font concurrence entre eux. Au contraire, il faut utiliser la complémentarité, la coordination entre les différentes centrales pour à chaque instant arriver pile à la consommation globale. Et donc ça veut dire qu'on planifie à toutes les échelles de temps, au très long terme pour investir, au moyen terme pour décider quand est-ce qu'on fait les maintenances, pour que tout le monde soit pas en maintenance au même moment, pour le dire simplement, et puis à très court terme pour savoir qui produit quoi, quelles centrales produisent quoi à chaque instant pour arriver dans les meilleures conditions, c'est-à-dire au moindre coût, à répondre à la demande. Donc penser qu'une centrale nucléaire, par exemple, va être en concurrence au moment de son fonctionnement avec une centrale à gaz ou une centrale renouvelable, ou même que 2 centrales nucléaires vont être en concurrence, c'est vraiment une vue de l'esprit, ça ne veut rien dire du tout. Et donc, alors il peut y avoir de la concurrence au moment où on construit les centrales, pour dire voilà, on va appeler le meilleur projet de construction le moins cher, mais une fois que les centrales sont là, pour les opérer, il n'y a pas de concurrence possible, enfin, moi je ne comprends même pas ce que ça veut dire, quoi. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est un secteur ce qu'on appelle très capitalistique, c'est-à-dire que l'essentiel des coûts, c'est des coûts d'investissement sur du très long terme. Les centrales nucléaires, c'est 60 ans, même l'éolien et le solaire, c'est 20, 30, peut-être plus. Les barrages hydroélectriques, ça va jusqu'à 100 ans, enfin c'est plutôt de l'ordre du siècle. Et donc dans ces conditions-là, on va pas se permettre d'en développer plus qu'il n'en faut pour voir laquelle va être la meilleure. Et il faut des conditions de visibilité à très long terme pour être sûr que l'argent qu'on investit, on va arriver à le récupérer. Et il faut aussi avoir des structures, en particulier l'État en fait, qui ait les moyens d'investir ces sommes-là. Donc toutes ces raisons font que c'est vraiment absolument inadapté à la concurrence. Et pourtant, c'est ça qui est dingue, c'est que donc on a soi-disant une concurrence du système électrique. Alors en fait, si on rentre dans le détail, je vais détailler un peu, on se rend compte que c'est pas une vraie concurrence, quoi. Mais déjà, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en concurrence, alors que le système fonctionnait quand même plutôt très bien en France avec un monopole public. Alors, il y avait des problèmes démocratiques, il y avait des problèmes sur le choix de l'énergie, ça on va pouvoir en discuter. Mais sur le fonctionnement lui-même, c'était reconnu dans tous les pays que ça fonctionnait plutôt très bien, quoi. Mais il y a eu l'Europe, alors il y a eu l'ère Thatcher et Reagan qui a eu une grande influence sur les décisions, enfin sur la construction européenne, et dans les années 80-90, il y a eu ce dogme, pourrait-on dire, de dire la concurrence fait baisser les prix, fonctionne mieux, et donc on a eu des directives de mise en concurrence, de libéralisation, ce qu'on a appelé, pas seulement dans l'électricité, aussi dans le gaz, dans les transports, dans les télécoms, etc. Et donc il y a eu des directives européennes qui ont imposé une concurrence sur la production et sur la fourniture d'électricité, pas sur le réseau. Le réseau, on a quand même heureusement considéré que c'était pas malin d'aller faire 2 fois les mêmes lignes. Mais en fait, quand on regarde les centrales, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, c'est les mêmes caractéristiques, c'est des investissements de très long terme. Voilà. Donc, alors, quels étaient les objectifs annoncé, c'était soi-disant faire baisser les prix, parce que tout le monde sait la concurrence fait baisser les prix. Évidemment. Aujourd'hui, il y a des économistes qui avaient poussé à ça, qui reconnaissent qu'ils n'avaient pas pris en considération le fait que c'était pas un bien comme un autre, que ça se stockait pas, que c'était un bien de première nécessité. Bon, ça aurait été bien de le prendre en compte avant. Et puis, bon, il y avait évidemment des intérêts privés, parce que comme tout service public qu'on privatise, il y a beaucoup d'argent à se faire, et certains, on va y revenir, en ont largement profité. Donc il y a eu effectivement du lobbying de manière importante. Et puis aussi, il se dit que les Allemands, enfin la France avait une énergie particulièrement pas chère, et l'industrie allemande notamment voulait effacer cet avantage concurrentiel de la France. Donc voilà, c'était la promesse d'une baisse de prix. Je pense que maintenant, plus personne n'ose dire ça. Il y avait d'autres promesses. Alors, il y avait aussi une promesse de plus de services, pouvoir choisir son fournisseur, des choses assez floues, quoi. Bon, en fait, tout le monde reconnaît, enfin, en particulier les associations de consommateurs, que il n'y a pas plus de services, il n'y a pas plus de qualité. De toute façon, la concurrence ne change rien à la qualité de l'électricité. Et finalement, bon, c'est un peu une coquille vide. Peut-être tu pourras revenir, James, sur aussi
des promesses d'une électricité plus verte. On en a des offres vertes, peut-être qu'on reviendra sur ça après. Mais globalement, je veux dire, tout le monde a accès à la même électricité sur le réseau, donc le choix est un peu factice, quoi. Effectivement, on peut choisir qui va nous facturer, mais je pense pas que ça soit un gros progrès. Et il y avait une autre promesse qui était de dire on va mieux, on va mieux interconnecter le réseau, mieux faire jouer la coordination européenne. Donc, ça a été vrai, c'est pas ça qui a poussé à développer les interconnexions qui existaient bien avant l'ouverture des marchés, hein. Puis les interconnexions, quand on décide de développer, de construire des lignes entre deux pays, c'est pas parce que pour de la concurrence, c'est une planification publique pour le coup. On regarde les besoins, où est-ce qu'il y a des consommations, où est-ce qu'il y a de la production. Il peut aussi y avoir des considérations politiques. Certains pays, par exemple l'Irlande, ne voulait pas dépendre entièrement de la Grande-Bretagne, de l'Angleterre pour son électricité, donc il y a une ligne directe. Mais voilà, globalement c'était ça. Par contre, ça a mieux organisé les échanges, c'est-à-dire qu'avant, chaque pays, en fait, déclenchait ses moyens de production pour répondre à ses propres besoins et utilisait les autres pays un peu en secours. Et là, il a été décidé d'optimiser, de coordonner au niveau européen les échanges. Mais ça n'a rien à voir avec le marché, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire ça dans un cadre régulé, comme c'était au niveau national. Voilà. Et donc peut-être que je peux revenir du coup sur qu'est-ce que ça veut dire que cette c'est de la pseudo-concurrence en fait. Voilà, c'est de la pseudo-concurrence parce que encore une fois, le réseau n'a pas été concerné, donc ça veut dire qu'il a fallu sortir le réseau d'EDF pour séparer la partie en monopole du reste. Donc au passage, c'est pas optimum non plus, mais voilà. Sur la partie production, en fait, c'est une délégation de service public, hein, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on a confié ou fait développer des moyens de production à des acteurs privés, avec en fait une garantie publique de vendre leur production. Donc mais il y a toujours plus de 80% de la production qui est EDF. On a du mal quand même personne ne veut confier aujourd'hui le nucléaire à du privé. Malheureusement, l'hydraulique, il y a des grosses menaces, peut-être qu'on y reviendra, mais il y a des menaces de privatisation. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est-à-dire qu'on a créé un concurrent face à EDF en lui confiant l'exploitation des barrages sur le Rhône, donc un tiers de la production hydraulique, en confiant à une entreprise, la Compagnie nationale du Rhône, où Engie, donc l'ancien Gaz de France, a pris des participations et en possède la moitié. Donc il y a eu ça, il y a eu le développement des énergies renouvelables, quand même solaire et éolien, qui a été ouvert à la concurrence, mais avec des garanties d'État pour leur garantir un prix. Et puis il y a eu juste quelques moyens thermiques à gaz qui ont été développés par des entreprises privées en espérant se rémunérer sur les marchés, comme dans un système libéralisé. Sauf que, évidemment, ça n'a pas marché. Au moment où les prix de marché ont chuté, il a fallu que l'État intervienne, et donc on a mis des rustines sur le marché pour les sauver. Donc voilà, pour moi, c'est pas vraiment la production, c'est pas une concurrence, c'est plutôt une délégation de service public. Et peut-être sur la partie renouvelable, ça a été plus facile, entre guillemets, de libéraliser cette partie-là, parce qu'il se trouve qu'à l'époque, EDF ne croyait pas beaucoup et avait davantage une stratégie de développement de réacteurs nucléaires à l'international. Et donc, on se retrouve avec beaucoup plus d'acteurs différents qui se sont lancés et qui ont voulu porter le sujet énergie renouvelable. Et donc c'est rentré moins en concurrence avec le monopole, entre guillemets, que sur la partie nucléaire pour lesquelles les compétences nécessaires et les besoins capitalistiques sont quand même beaucoup plus importants. C'est vrai, ouais. Après, je pense qu'il a aussi été un peu demandé à EDF de pas trop se mettre sur les énergies renouvelables en France, c'est-à-dire qu'EDF développe des énergies renouvelables mais dans les autres pays, parce qu'ils avaient déjà une grosse part de marché et qu'il fallait donc laisser de la place. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai. Et en fait, la vraie concurrence, si on peut appeler ça, qui a été créée, c'est sur le domaine de la fourniture, qui n'existait pas vraiment avant. Et c'est quoi la fourniture, en fait? C'est une activité qui consiste, pour la plupart des fournisseurs, à acheter l'électricité aux producteurs, pour la revendre aux clients, aux clients finaux. Et donc, certains fournisseurs se défendent en disant, mais c'est une activité de détail comme il en existe partout. Sauf que là, en l'occurrence, l'électricité, c'est ça qui est quand même assez spécial, c'est que donc c'est la même pour tout le monde. Donc, le fournisseur ne peut pas la choisir. Il la transporte pas, il l'achemine pas jusqu'au consommateur final puisque c'est le réseau qui le fait. Il faut surtout pas qu'il touche à l'électricité. Il peut pas la stocker. Donc, c'est vraiment un intermédiaire purement commercial et financier.
sauf certains fournisseurs associatifs, on en reparlera, ou coopératifs, qui, eux, ont apporté du service là-dessus. Mais disons que l'activité pure de fourniture, qui est de l'achat pour revente, ça n'existait pas avant. Et ça a créé des coûts supplémentaires, et ça a fait que maintenant, avant, on s'adressait à EDF pour quand on avait un contrat électrique. Aujourd'hui, on est démarché par tout un tas de fournisseurs avec des offres extrêmement compliquées. Je pense pas que ça a apporté grand-chose. Il y a des consommateurs qui disent le seul apport que ça a été, c'est on peut choisir la couleur le logo sur notre facture et la manière dont on va se faire un petit peu avoir, quoi. Voilà, donc sur les offres vertes, dire deux mots sur en quoi est-ce que aussi côté Enercoop on est critique de la façon dont ça a existé sur le marché. Les offres vertes, c'est le fait pour la majorité des fournisseurs d'électricité d'acheter d'un côté des électrons au niveau du marché de gros, et par ailleurs les certificats qui confirment que c'est bien produit depuis une production renouvelable, qu'on appelle les garanties d'origine, qui sont vendues par ailleurs. Donc la plupart des fournisseurs d'électricité achètent d'un côté des électrons et de l'autre les garanties d'origine, et pouf, ça fait une offre verte. Là où côté Enercoop, au moment de son lancement en 2005, la volonté c'était, au regard notamment de l'opérateur historique qui n'était pas très allant nationalement sur les renouvelables, souhaitait pouvoir assurer à des personnes qui allaient produire de racheter à un juste prix, et donc de lier ce qu'on appelle chez nous le contrat direct. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu une quinzaine d'années pour faire reconnaître par l'ADEME avec le label Vervolt la différence qui existait entre du verdissement de l'électricité par rapport à un contrat direct et un lien connu comptable avec le fournisseur, quand bien même, bien entendu, les personnes qui achètent de l'électricité reçoivent leurs électrons depuis le site de production le plus proche, mais au moins d'un point de vue développement et nouvelles installations, on arrive à identifier le fléchage économique de participation des nouveaux, et on reviendra sur le volet plus citoyen que ça a pu permettre par la suite. Je pense que c'est important ce que tu viens de dire, parce que pour beaucoup de monde, effectivement, ça c'est pas forcément très clair, mais il faut bien comprendre que l'électricité, en fait, elle va au chemin le plus rapide. Donc, comme tu dis, on n'achète pas des électrons hydrauliques ou des électrons solaires, on achète des électrons, c'est ce que tu disais, enfin, tout le monde a les mêmes. Et ensuite, c'est le contrat de fourniture qui fait que on participe ou pas au développement de véritables moyens de production renouvelables. Ouais, voilà, mais c'est bien la seule façon qu'ont des usagers d'intervenir sur le mix électrique, sur la part du renouvelable, c'est d'inciter à la construction de plus de renouvelables. Mais une fois que le parc est là, donc est-ce que c'est la bonne manière par les factures, on va y revenir dans les propositions, mais une fois que le parc est là, de toute façon, on appelle les centrales par ordre de la moins chère à la plus chère, et c'est pas parce qu'on a acheté un contrat vert ou moins de contrats verts ou plus de contrats verts que ça change quoi que ce soit. Voilà. En parlant des moyens de production, peut-être tu peux expliquer un petit peu comment se forme le prix. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que en fait, donc le fait d'avoir multiplié les producteurs et les fournisseurs, ça implique qu'il a fallu mettre en place un marché pour que les fournisseurs puissent acheter aux producteurs. Et ce marché, il est très particulier parce qu'encore une fois, il faut faire en sorte que on appelle exactement le bon niveau de production pour chaque fournisseur. Alors quand il n'y avait qu'un seul acteur, on avait un programme d'optimisation qui faisait en sorte que c'est comme ça. Quand on a plusieurs acteurs, il faut les inciter d'une certaine manière qu'on ait pile la bonne quantité. Et donc pour faire ça, on envoie un signal qui est donc le prix de marché. On appelle ça le marché de gros puisque c'est entre producteurs et fournisseurs, c'est pas entre fournisseurs et clients final. Un prix qui est calé comme le coût de fonctionnement de la centrale la plus chère à un instant donné sur le réseau européen. Alors très exactement même du coût de production d'une unité supplémentaire. Donc, ça revient à ça. Donc pourquoi ? Parce que de manière à ce que toutes les centrales dont on a besoin démarrent, parce que si on le met plus bas, ce coût, les centrales pour qui ça va coûter plus cher de démarrer que de pas démarrer, vont pas démarrer. Donc on est un peu coincé, disons, par la technique. Donc on a ce prix qu'on appelle, c'est un prix qui est basé sur le coût marginal. Comme cette centrale la plus chère à un instant T, en général c'est une centrale à gaz, son coût de fonctionnement, c'est essentiellement le coût du combustible, donc du gaz qu'elle va mettre dedans. Et donc on se retrouve avec un prix de marché qui est extrêmement dépendant des prix du cours mondial du gaz,
qui est incontrôlable, enfin qui est très difficilement contrôlable parce que ça dépend de plein de paramètres internationaux, géopolitiques, etc. Donc oui, on l'a vu, qui est très volatile aussi, que ça bouge énormément d'heure en heure et puis sur les années, alors que le coût de l'électricité en France, en tout cas, est essentiellement produit sans gaz. Hein. Le gaz, c'est peut-être 7%, enfin ça dépend des années, hein, 7% de la production globale. Donc les coûts, c'est essentiellement des coûts d'investissement, de construction, donc très stables. Je veux dire, ça évolue lentement dans le temps. Donc on a des coûts très stables et on a un prix maintenant qui est incontrôlable et qui fait le yo-yo. Et donc depuis le début, ce prix, alors oui pardon, excusez-moi. Donc ce prix, donc on dit qu'on le fixe comme finalement un signal de coordination des centrales. Le problème, c'est que c'est un pas mauvais signal de coordination. Mais par contre, si on s'en sert pour rémunérer les investisseurs et pour facturer les usagers, ça pose de vrais problèmes. Et donc, on a vu, depuis le début en fait, de la création du marché, des crises successives. C'est-à-dire que soit le prix du gaz était haut, ça montait, et donc les usagers payaient trop, beaucoup plus que ce que ça coûtait, soit au contraire, les prix du gaz s'effondraient en dessous des coûts de production, et là, il y avait un problème pour rembourser les investissements. Alors, toutes ces crises depuis le début ont été effacées dans les mémoires par la crise majeure qui a eu lieu à partir de 2021, où là les prix du gaz ont vraiment commencé à flamber à la sortie du Covid, parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur le gaz, enfin pour différentes raisons, et aussi parce que la crise russe se préparait. Donc ça a commencé à flamber dès le printemps 2021. Déjà fin 2021, c'était la catastrophe. Enfin, déjà en septembre, par exemple, Bruno Le Maire, le Premier ministre, nous annonçait « Mais qu'est-ce que c'est que ce prix ? C'est vraiment un prix aberrant. Comment ça se fait qu'on ait un prix qui ne dépende pas des coûts de production ?» Enfin, donc il découvrait ce qu'on expliquait depuis 20 ans. Mais bon, c'était bien. Là-dessus, donc Thierry Breton, qui était à l'époque commissaire européen, nous disait sur les ondes « Mais bon, il faut tenir 6 mois, faisons le dos rond pendant 6 mois, après ça ira mieux. » Bon, il y a eu la crise en Ukraine, alors là, ça a décollé dans des proportions absolument hallucinantes. Et manque de chance, c'est rajouté à ça le fait qu'on a eu un problème sur le parc nucléaire, donc un défaut générique sur les centrales, c'est-à-dire qu'on a découvert qu'il y avait de la corrosion sous contrat, donc il a fallu arrêter une grande partie, je crois un tiers des centrales, pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème de sécurité. Donc moins de nucléaire, donc il a fallu encore plus faire appel au gaz au moment où les prix étaient très élevés. Et donc les prix ont été multipliés par 20, quoi. Ils ont passé 1100 € du mégawattheure, alors que normalement le coût de l'électricité c'était autour de 50, disons c'était 50 à l'époque, c'est monté à 80 € du mégawattheure, donc on n'était plus du tout dans les mêmes proportions. Et donc les usagers se sont retrouvés avec des factures, mais qui ont explosé, alors qu'on multipliait par 4, ça c'était régulier, les entreprises ou les communes qui voyaient leurs factures multipliées par 4, c'était régulier. Mais il y en a qui ont vu leurs factures multipliées par 10, donc des communes qui, on l'a entendu, hein, qui arrêtaient les piscines, qui chauffaient plus certaines choses, qui évidemment ont arrêté tous les investissements d'isolation, par exemple, des bâtiments publics, des entreprises qui ont fait faillite, on a entendu parler des boulangers, mais en fait il y a eu tout un tas toutes les petites entreprises étaient vraiment en grande difficulté, il y a eu des faillites, il y a eu pour les grandes entreprises aussi, notamment celles qui utilisent beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle les énergo-intensives, bon, elles, quand elles ont pu délocaliser, elles ont délocalisé. Ça, évidemment aussi, et celles qui ont pu répercuter dans leurs prix, elles ont répercuté dans leurs prix, donc ça a alimenté l'inflation, ça a augmenté la précarité énergétique, ça a été une crise vraiment majeure dont on n'est pas complètement sorti. Et donc là, quand même, tout le monde s'est dit, oui, il y a peut-être quand même un problème avec le marché, donc on va remettre en ordre tout ça, donc on s'est dit, peut-être enfin on va pouvoir en sortir. Et non, en fait, toujours pas, c'était même pas dans les débats. Ça n'a jamais été dans les débats. Donc il y a eu une réforme majeure européenne du marché, mais en interdisant de sortir du marché, donc on a rajouté des rustines, si bien qu'aujourd'hui, il se trouve que le prix du gaz est redescendu, mais si demain le prix du gaz reflambe, on aura exactement la même crise. Donc on n'en est pas sorti. Et peut-être juste pour finir sur les prix, cette question justement de la stabilité des prix, elle était aussi garantie auparavant par les tarifs régulés. Et aujourd'hui, malheureusement, ces tarifs régulés, eux-mêmes, ils sont soumis à cette volatilité quelque part des prix du gaz pour une raison aussi de concurrence. Oui, ouais, c'est vrai que c'est un peu une illustration du délire dans lequel on est. Donc effectivement, donc avant, on avait des tarifs réglementés, c'est-à-dire qu'on regardait l'ensemble des coûts du système électrique et puis en gros, on le répartissait de manière équitable sur tous les usagers. Donc on avait les tarifs bleus pour les particuliers, verts et jaunes pour les entreprises. Donc quand est arrivée l'obligation de mise en concurrence, bon, au début les prix étaient bas, donc
ça allait, quoi. Et puis après, les prix de marché se sont mis à monter. Et donc, il y a eu une pression des fournisseurs qui n'arrivaient pas à faire concurrence à EDF. Et donc, l'Union européenne a imposé la suppression des tarifs réglementés pour les entreprises et les communes, sauf les plus petites. Donc, contrairement à ce qu'elles demandaient. Donc, ça a été imposé, en fait. La concurrence a été imposée. Et puis, pour les particuliers, il y avait quand même une résistance, parce qu'on voyait bien que exposer de plein fouet les usagers comme ça à la volatilité des prix, ça posait un problème. Donc, on a maintenu des tarifs réglementés de vente, mais en changeant... Donc, les fournisseurs disaient, oui, mais s'il y a ce tarif réglementé de vente, nous, on ne peut pas proposer un prix moins cher, donc on n'arrive pas à exister. Et donc, l'objectif et le mode de calcul des tarifs réglementés de vente a été modifié pour poursuivre non plus un principe de couverture des coûts de production, mais de contestabilité, comme ça s'appelle la contestabilité, c'est-à-dire, pour faire de la place à la concurrence, il fallait, c'est écrit dans les textes, que les fournisseurs sans moyens de production puissent proposer des prix égaux ou moins chers qu'EDF. Donc, comment on fait pour faire ça? Eh ben, on a calqué les tarifs réglementés de vente sur le coût d'approvisionnement des fournisseurs. Et comment ils s'approvisionnent? Ben, sur les marchés. Et donc, on se retrouve maintenant avec des tarifs réglementés de vente qui sont en partie parce qu'il y a encore quelques mécanismes de régulation qui vont disparaître à la fin de l'année, là. La partie énergie est aujourd'hui dépendante des prix de marché, alors avec un lissage sur 2 ans, donc on sent moins les chocs que certains. Et c'est pour ça que, normalement, les factures des particuliers auraient dû beaucoup augmenter. Elles auraient dû augmenter de 45% en 2022, alors que les coûts avaient pratiquement pas augmenté à l'époque. Et elles auraient dû doubler en 2023. Donc, comme la crise sociale aurait été majeure, l'État a dû intervenir avec un bouclier tarifaire pour dire, bon, non, on limite à 4%, enfin à la fin on s'est quand même pris 45% d'augmentation sur 3 ans, mais disons sinon ça aurait été beaucoup plus que ça. Et donc l'État en fait est intervenu pour compenser la différence aux fournisseurs. Mais donc le bilan des courses, et ça c'est documenté maintenant par la Cour des comptes, par tout le monde, c'est que les consommateurs ont quand même payé beaucoup plus que ce que ça coûtait, ceux qui étaient au tarif réglementé, hein, parce que les autres ça a été la catastrophe, mais ceux au tarif réglementé ils ont continué à payer beaucoup plus que ce que ça coûtait, et en même temps ça a coûté très cher aux finances publiques. La Cour des comptes dit on a payé sur 2 ans 37 milliards de plus que ce que ça coûtait. Et je pense très sincèrement que c'est sous-estimé. Donc voilà où on en est. Là, du coup, oui, effectivement, tu as bien montré l'aberration, en fait, quelque part, de ce prix de marché qui est complètement volatile, instable et décorrélé des coûts de production qui, eux, pour le coup, comme c'est des investissements longs, sont assez stables. Je ne sais pas, James, peut-être tu veux aussi rebondir sur d'autres conséquences délétères de ce marché de l'électricité et de cette concurrence, notamment sur la transition énergétique et climatique. Oui. En fait, le fait d'avoir une variation du prix, ça fait que du point de vue des capacités électriques nouvelles qu'on décide de mettre en place sur le territoire, c'est difficile pour des installations aussi capitalistiques et qui nécessitent des investissements importants de se lancer. Et donc il y a vraiment une entrave aujourd'hui au développement des énergies renouvelables à cause des incertitudes liées à cette fixation de tarifs. Il y a des installations qui aujourd'hui essayent de partir sur, on pourrait y revenir, mais justement ce qu'on revendique de calcul de coûts de production sur des durées longues avec des Power Purchase Agreements. Mais sinon, c'est vrai que ça rend difficile de se projeter sur faire construire un certain nombre de nouveaux équipements. Parce que on n'est pas revenu particulièrement sur cette question-là dans le livre, on verra un peu ce qu'on en dit dans la deuxième partie, mais la difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui en France, c'est qu'on a un parc nucléaire vieillissant, on a des centrales dont on n'a pas l'assurance de pouvoir les pousser au-delà d'un certain nombre d'années, et donc se pose la question de devoir faire construire des solutions qui produisent de l'électricité. C'est plutôt les énergies renouvelables qui, dans les 10 prochaines années, peuvent être les solutions technologiques qui vont être les plus rapides à pouvoir sortir de terre. Parce que sinon, on va se retrouver face à un mur d'investissement et de besoins, même ne serait-ce que techniques, logistiques, de personnel, pour pouvoir mettre en œuvre tous ces chantiers. Et ces variations de prix n'aident pas à avoir confiance. Et par ailleurs, on y reviendra aussi, mais le fait
que ce soit aujourd'hui dans les mains d'acteurs privés, ça fait que la variation plus les acteurs privés, les taux d'emprunt sont à des niveaux qui coûtent plus cher que si on était sur un opérateur public. Et donc là aussi, ça participe à perdre du temps par rapport à notre échéance de 2050 d'atteindre la neutralité carbone. Et au-delà des investissements dans les moyens de production, il y a aussi toute la dimension décarbonation, j'imagine, des moyens industriels en fait, qui est entravée aussi par Oui, parce que tant que les énergies fossiles déjà installées restent à des prix, ou en tout cas ne serait-ce que n'ont pas besoin d'avoir des nouveaux équipements qui se mettent en place. On a des gros enjeux au niveau de l'industrie, de décarbonation, de passage par de l'électrification notamment. On va l'avoir aussi sur la partie mobilité, la mobilité électrique. Est-ce qu'au niveau des trains, on va en avoir davantage et donc on va aussi se reposer sur l'électricité. Si on pense aux bâtiments, les systèmes de chauffage qui sont dans les travaux prospectifs aujourd'hui s'orientent plus largement vers des pompes à chaleur et donc de l'électricité. C'est pas forcément quelque chose qu'on revendique et qu'on pousse particulièrement, mais si on a davantage de canicules, de besoins de climatisation, il va y avoir aussi de la consommation d'électricité. Et donc l'électricité, comme on le disait au début, va être au cœur de ce qui va permettre de participer à la décarbonation. Et on prend du retard sur cette trajectoire-là. À cause de ce manque de vision à long terme. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir sur ce sujet-là qu'on est d'accord avec des chefs d'entreprise de toute taille. On est invité de temps en temps, soit les toutes petites entreprises, soit même les grands industriels qui disent tous, qui répètent tous, nous, bien sûr, on a besoin de l'électricité la moins chère possible, mais surtout, on a besoin de stabilité dans les prix, de visibilité sur le long terme. Donc, en fait, ça n'aide même pas ces entreprises-là, quoi. Donc effectivement, ça freine complètement la transition énergétique et honnêtement, on n'a plus le temps quand même de tourner en rond comme ça. Et en plus, c'est une aberration technique. Et je voudrais aussi, juste peut-être rajouter aussi un point, encore une fois, dont on parle assez peu, c'est que on a fait disparaître le principe fondamental associé à un bien de première nécessité, à un service public, qui est un principe d'équité. C'est-à-dire que normalement, tous les usagers devraient avoir accès à l'électricité dans les mêmes conditions. Alors quand je dis dans les mêmes conditions, ça dépend évidemment de leur profil de consommation, mais deux personnes qui consomment pareil, aujourd'hui, ça va dépendre avec qui elles ont négocié leur contrat, à quelle date elles ont négocié leur contrat aussi, alors que normalement, ça ne devrait pas être ça, quoi. Ce qu'on appelait la péréquation tarifaire à l'époque, c'est-à-dire que tout le monde paye son électricité de la même manière, moyennant, comme tu dis. Alors en fait, la péréquation tarifaire, il y avait une dimension géographique, c'est-à-dire que chaque région... Mais ça va même au-delà de ça, effectivement, c'est une péréquation entre même deux personnes, ou deux entreprises d'une même région. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il faut le rappeler à chaque fois, parce que ça disparaît des débats. Eh ben, du coup, ça fait une bonne transition, je trouve, vers la deuxième partie, puisque là, on a bien vu qu'il y avait urgence à sortir de ces systèmes pour plein de raisons, à la fois économiques, mais aussi liées à ce que tu disais sur la transition et les enjeux de décarbonation qui sont plus qu'urgents. Et donc, on va passer à la deuxième partie, qui est qu'est-ce qu'on propose, en particulier qu'est-ce qu'on propose dans ce livre comme système global, parce que ce qu'on a essayé vraiment de proposer, c'est de décrire toutes les étapes d'un système énergétique qui à la fois permettent d'avoir une stabilité, une visibilité des investissements, un meilleur contrôle citoyen, etc. Et donc je vous propose qu'on passe en revue ces étapes. James, peut-être tu veux commencer sur en gros les premières étapes qui vont être définir les futurs énergétiques possibles et surtout choisir le futur énergétique qu'on souhaitera. C'est ça. Pour nous, il nous semble important de commencer par savoir quelles sont les options qui existent dans à la fois le volet production dont on a pas mal parlé dans cette première partie, mais aussi le volet consommation. C'est-à-dire, il nous semble que l'équation de l'équilibre électrique et énergétique de manière plus générale passe par revoir aussi quels sont les besoins, parce que plus on va réduire les besoins et moins on va avoir besoin d'avoir une installation, une infrastructure très lourde et plus complexe à coordonner. Et donc la bonne nouvelle dans cette première étape, c'est que on a déjà pas mal d'organismes qui ont fait des travaux prospectifs.
On peut penser, on va dire dans l'ordre chronologique, à l'association Negawatt qui depuis 2001 fait des scénarios, qui est une association ouvertement anti-nucléaire. Donc son objectif c'était de faire la démonstration d'un scénario qui boucle en se passant du nucléaire. Et c'est pour ça en partie qu'ils ont beaucoup misé sur justement les notions de sobriété et d'efficacité énergétique, et donc mécaniquement de passage par les énergies renouvelables. On a un opérateur dont on a déjà cité le nom de l'État qui s'appelle Réseau Transport d'électricité, qui, pour des raisons techniques d'évolution de son activité, a de toute façon le besoin de savoir vers quoi se projeter, mais ils ont fait un travail en 2022, on va dire plus politique, où ils ont posé sur la table différents scénarios avec de la sobriété, de la réindustrialisation, tout un tas de paramètres. Et puis vous avez aussi l'ADEME, l'agence de maîtrise de l'énergie, de la transition écologique aujourd'hui, qui avait déjà fait un certain nombre de scénarios pour venir notamment crédibiliser le sujet de une augmentation de la proportion des énergies renouvelables dans le mix électrique, et montrer que c'était compatible, voire même envisageable jusqu'à une sortie complète du nucléaire. Et bien pareil, dans la même période, ils ont sorti 4 scénarios qui sont 4 profils, on va dire philosophies politiques différentes, allant de la très forte sobriété, la collaboration, la confiance dans les technologies, on va dire, et le recours assez important à la séquestration du carbone, et avoir une solution un peu entre guillemets miracle pour venir effacer une partie de la problématique et voir dans quelle mesure ça peut boucler dans ces scénarios-là. Donc voilà, ça c'est les entités principales. Donc aujourd'hui, on a déjà une pluralité assez intéressante. Nous, ce qu'on défend dans le livre, c'est que il faut absolument maintenir le sujet de la sobriété et de penser l'objectif de production en fonction de la consommation. Et il se trouve que là, les dernières années, les actualisations ont davantage insisté sur un besoin de davantage d'électricité, parce qu'on parle de l'intelligence artificielle, parce qu'on parle de nouveaux usages qui ont un impact très très fort. Et puis tout l'enjeu de la réindustrialisation et quelles sont les entreprises qu'on décide de réimplanter sur le territoire. Donc il faut garder à notre sens le volet sobriété de manière importante, et puis on ne tranche pas le sujet dans le livre, mais cette question du nucléaire, de la sortie complète ou non, la cohabitation, les nouvelles centrales à construire, il faut qu'elles soient sur la table. Néanmoins, on a un peu des positions délirantes qui existent aujourd'hui dans une partie de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, qui serait pour un moratoire sur les énergies renouvelables et qui miserait tout sur le nucléaire. Ça, en revanche, depuis les publications que j'ai citées avant, c'était une évidence que les renouvelables allaient de toute façon occuper une part importante, ne serait-ce que parce que, en termes de capacité de mise en œuvre, les prochaines centrales nucléaires ne seront pas avant 2035-2037. Pour 2050, il faut absolument qu'on en fasse émerger avant, et donc ça passera mécaniquement par des énergies renouvelables. Et donc ce que tu disais, c'est que tu as une scénarisation sur la consommation, les besoins en gros, et une scénarisation aussi sur la diversité des moyens de production, ce qu'on appelle le mix énergétique en fait. Oui, c'est ça, parce que comme on le disait avant, il faut s'assurer d'avoir une concordance entre la consommation et la production, et donc il faut qu'on ait une diversité de stratégies qui permettent de répondre aux besoins, mais donc cette flexibilité du côté des moyens de production d'électricité. On peut aussi imaginer des solutions de flexibilité du côté de la consommation, pour, encore une fois, être dans une forme d'économie de matière et d'espace, en visant une moindre infrastructure, et éviter de prendre des coefficients de sécurité trop importants et de multiplier le nombre d'installations. Alors, on sait bien qu'il y a de l'export qui est possible, donc c'est jamais complètement perdu comme électricité, ça peut être valorisé économiquement, mais d'un point de vue limitation de la consommation des ressources, c'est quand même plus bénéfique de chercher à vraiment s'ajuster au mieux aux besoins. Ouais, peut-être si je peux rajouter quelque chose, enfin, il y a quand même, dans tous les scénarios, il y a une baisse de consommation d'énergie. On n'a pas le choix en fait, et c'est relevé dans la stratégie nationale bas carbone. Il n'y a aucun scénario qui passe où on arrive à produire suffisamment si on ne réduit pas la consommation d'énergie, mais de deux, quoi, en fait. Hein, en gros, c'est ça l'ordre. Alors après, effectivement, il y a des scénarios qui vont plus loin, et nous, on est d'accord sur le fait que plus on va loin, mieux c'est. Par exemple,
continuer à penser qu'on va faire de l'avion en faisant de l'avion à hydrogène, c'est une aberration. Continuer à penser qu'on va pouvoir construire des data centers sans se demander quelle est l'utilité, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas des data centers, mais je veux dire, pas pour faire n'importe quoi. C'est une aberration. Et voilà, donc je pense que ces scénarios, c'est en fait des futurs énergétiques possibles. C'est comme ça que tu les avais appelés RTE. Donc, on a un panel et ensuite il y a un choix derrière à faire. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans certains de ces organismes ont fait une vraie concertation assez large avec tout un tas d'acteurs impliqués, donc les organisations, les ONG qui travaillent sur le sujet, des producteurs, des associations de consommateurs, des représentants du personnel, etc. Mais par contre, l'étape d'après, bon, tu vas en parler. Donc là, on a... Vas-y. Et juste, tu disais, on est obligé de baisser la consommation d'énergie. C'est vrai sur la totalité de l'énergie. En revanche, sur la consommation d'électricité en France, j'ai en tête aujourd'hui autour des 600-650 TWh par an. Aujourd'hui, on a une consommation plutôt de 450 TWh et dans les scénarios RTE, on allait plutôt vers, alors selon les scénarios, 650. Si on faisait réindustrialiser plus, c'était 750. Si on faisait plus de sobriété, enfin bon, c'était entre 550 et 750. Et là, maintenant, il y a des projections qui vont beaucoup plus loin que ça, au-delà des 900, sachant qu'effectivement, il y a peut-être la prise en compte des data centers et des besoins sur lesquels on pourrait vraiment avoir une réflexion. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que à part l'électricité, la grande source d'énergie, c'est la biomasse. Et avec le réchauffement, avec le dérèglement climatique, avec tous les problèmes environnementaux, on se rend compte que la biomasse est en grande souffrance et que probablement, il va falloir pratiquement s'en passer pour l'énergie, quoi. Donc, et en plus de ça, on vise un objectif de neutralité carbone, c'est-à-dire que les puits de carbone, ce qui absorbe le carbone, notamment les forêts, doivent compenser ce qui resterait en carbone. Or, les puits de carbone sont en train de disparaître, enfin en tout cas de beaucoup moins absorber que ce qu'on pensait. Donc on est dans des contraintes plus difficiles. Retournons dans notre utopie. Pardon. Donc on a nos futurs énergétiques possibles. Et comment on choisit? Parce qu'aujourd'hui, c'est le choix, on peut dire qu'il n'est pas très démocratique. En gros, c'est une personne très haut placée au sommet de l'État qui décide si on construit ou pas, par exemple, des centrales nucléaires. Voilà, aujourd'hui, on a des publications de planification pluriannuelle de l'énergie qu'on appelle des PPE, qui se font dernièrement par décret, sans vote à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a même pas à l'échelle des personnes qu'on a élues, députés, sénateurs, de possibilité d'influencer pour justement prendre les directions vers lesquelles que nous on préconise. Et donc nous la solution, en tout cas le panel de solutions, on pense que déjà il y a un besoin de passer par cette étape de délibération démocratique pour au niveau national avoir une grande discussion et une décision, en tout cas une participation citoyenne. On n'est pas très précis dans le livre parce qu'on n'est pas expert des sujets de consultation et qu'on ne cherche pas à trancher à notre niveau, mais on pense à l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat qui a bien montré que même sur des sujets aussi techniques que pourrait l'être le système électrique, il y a des personnes, un panel qui peut, en ayant les bonnes informations et en prenant le temps de la réflexion, faire émerger des solutions très pertinentes. On peut penser aussi à ce qui s'est passé en 2005 avec le traité sur la Constitution de l'Union européenne qui a créé une émulation dans la société et qui là a permis de toucher l'ensemble de la population. Après, on peut débattre de est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans une situation trop polarisée sur le sujet énergétique pour que le débat se passe sereinement à l'échelle nationale avec un référendum, mais en tout cas, il faut qu'on ait un moyen de pouvoir donner des orientations au niveau national, et ça fait le lien avec un peu le point d'après, mais c'est pas parce qu'on a décidé de grandes orientations au niveau national qu'il n'y a pas des déclinaisons locales et qu'il n'y a pas des allers-retours qui soient faites sur la mise en œuvre qui va passer par à la fois des mesures en lien avec la baisse de la consommation, on peut penser à la rénovation des logements par exemple, mais aussi, et c'est plus à ça généralement qu'on pense, les mesures d'implantation de centrales renouvelables ou autres centrales plus tard dans l'avenir. Et donc il y aura, c'est pas parce qu'il y a eu une décision à un instant T au niveau national
que ça nous empêche de pouvoir faire des remontées de terrain et d'avoir aussi des prises de participation, entre guillemets, au niveau local. Ce que j'entends quand même là dans ce que tu dis, dans cette deuxième étape qui est le choix du futur énergétique à l'échelle nationale, c'est de se dire ce sujet, certes, il est technique, il est complexe. En tout cas, on veut nous le rendre technique et complexe, mais en fait, il est tellement dimensionnant pour la société, pour l'avenir de la société, que de toute façon, les citoyens et les citoyennes doivent s'en emparer, et c'est tout à fait possible, vu les autres exemples techniques que tu citais par ailleurs. Oui, et en fait, la technique a été instrumentalisée pour que les sachants et les personnes qui étaient aux manettes ou en connaissance ou en sortie des écoles de centrales notamment ou des mines ont participé très largement à accaparer le sujet sous couvert de problématiques de technique, alors qu'effectivement on a des outils et des façons d'en discuter avec l'ensemble de la population pour que ça puisse être appropriable. Et je pense que le sujet de la rénovation des logements, c'est pas très compliqué de comprendre que ce soit par de la sobriété ou de l'efficacité, que c'est bénéfique pour les personnes et que c'est bénéfique aussi d'un point de vue environnemental. Donc il y a tout un tas de déclinaisons ou de sous-catégories qui pourraient être mise en place pour que ce soit appropriable par une grande majorité de la population. C'est vrai qu'il y a un gros enjeu d'acceptabilité aussi, c'est-à-dire que quand c'est des décisions qui nous échappent, où on a l'impression que c'est pris par au-dessus, on a plus de mal à accepter qu'il y ait des éoliennes en mer, qu'il y ait une centrale nucléaire ou qu'il y ait des lignes haute tension. Si au contraire, les citoyens ont été associés, tout le monde se rend compte qu'il n'y a pas malheureusement de solution sans impact, qu'il y a des concessions à faire, qu'il y a des choses qu'il va falloir accepter. Et puis le fait d'avoir ces scénarios là, donc qui a été fait par les différents organismes dont tu as parlé, ce sont des scénarios qui sont techniquement plausibles, qui ont été validés. Donc ensuite, c'est des choix politiques finalement. Est-ce qu'on préfère le risque nucléaire et les déchets nucléaires, ou est-ce qu'on préfère avoir tout un tas de centrales renouvelables partout, avec des batteries, etc., avec d'autres problèmes. On voit bien, même les experts entre eux ne sont pas d'accord. Donc là, c'est plus un choix d'experts, c'est un choix politique. Et si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est les lobbies qui sont à l'œuvre et qui ont quand même une influence majeure sur les décisions aujourd'hui. Sans parler de l'étape de la conso, comme tu disais, où c'est quand même, les gens, ils sont tout à fait capables, et au contraire, c'est nécessaire qu'ils s'investissent dans le choix des modes de vie à venir sur le transport, le logement, etc. C'est quand même des choses qui les concernent vraiment au premier chef. Et sur la question de l'acceptabilité, on va en parler un peu après, mais financièrement, le fait que ce soit des entreprises privées, des fonds d'investissement ou autres qui participent au financement et que les retombées économiques soient au travers des dividendes que ces entreprises touchent, évidemment que ça crée un ressentiment bien plus fort que si l'argent était davantage fléché, que les taxes permettaient d'être versées au niveau des collectivités et qu'il y avait une redistribution qui pouvait être faite à partir de ces énergies renouvelables, par exemple. Ok, donc là, on a choisi quel scénario, on va dire, de consommation et de production on souhaitait à l'échelle nationale. Et même européenne, à vrai dire. Là, il faut oui, mais là, il faut aussi se coordonner. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, c'est quoi la prochaine étape ? Ensuite, une fois donc on a choisi le scénario, il faut construire, il faut développer le parc, et puis développer les politiques publiques qui vont faire qu'on va atteindre les cibles sur les usages, avec l'application des usages. Donc là, normalement, le scénario, il trace une trajectoire de construction et puis une trajectoire financière. Donc on peut avoir des budgets annuels. Et ensuite, c'est de la planification. Donc il faut, à notre avis, c'est forcément une planification publique. Et donc c'est à l'État, ou éventuellement aux communes quand c'est aux collectivités locales quand c'est des plus petites structures, d'organiser la construction, donc les appels d'offres. Alors nous, on ne dit pas aujourd'hui la construction doit être publique nécessairement. C'est un autre débat. Pour nous, on peut continuer à faire appel au privé, en tout cas à cette étape. Alors, encore une fois, c'est un autre débat, via des appels d'offres comme ça se fait aujourd'hui. Mais à la différence de aujourd'hui, les appels d'offres, ceux qui candidatent investissent eux-mêmes
et ensuite exploitent la centrale sur toute la durée de vie, donc sur 20, 30 ou plus, 30 ou 40 ans. Ça veut dire qu'ils sont remboursés, ils sont prêteurs en fait, sur une très longue durée. Et donc le résultat de ça, c'est, bon, d'une part, il y a un problème de souveraineté, c'est-à-dire qu'on a des centrales qui sont quand même extrêmement utiles, nécessaires, qui sont aux mains d'entreprises privées. Mais surtout, il y a un problème économique, c'est-à-dire qu'elles demandent une rémunération pour avoir investi, une rémunération du capital bien supérieure à l'État. Alors d'une part parce que c'est des actionnaires privés donc qui ont des exigences plus fortes, mais aussi parce qu'elles ont un risque extrêmement supérieur à l'État. Elles ont un risque que la réglementation change, elles ont un risque de ne pas produire ce qu'elles avaient. Alors que l'État, quand il a tout le parc, en fait, il y a quand même peu de risques. On arrive bien à prévoir la consommation. Donc voilà pourquoi la phase de construction, pour nous, elle peut faire appel au privé, via des appels d'offres, mais uniquement pour construire, pas pour financer, et pas pour exploiter par la suite. Et donc c'est ça la grande différence. Et donc, il faut aussi que les citoyens contrôlent cette phase, et contrôlent notamment les critères de sélection dans les appels d'offres. Aujourd'hui, je pense que c'est pas fait comme ça, c'est l'État qui décide. Donc, est-ce qu'on va... et aujourd'hui, le critère principal, c'est le moindre coût. Et donc, on peut arriver à développer des centrales, notamment des fermes solaires à des endroits où il y a des forêts ou autres. Donc, il doit y avoir un débat démocratique pour se mettre d'accord sur les critères de sélection. Et il doit y avoir un contrôle démocratique ensuite pour vérifier que les appels d'offres se passent dans de bonnes conditions. Et dans ce cas-là, on a bien, à notre avis, un contrôle citoyen sur toute la chaîne. Parce que je pense qu'aujourd'hui, souvent, les débats sur le contrôle citoyen tournent autour de la petite centrale, la petite ferme, même pas ferme, la petite éolienne qui est à un endroit, la petite ferme solaire qui est à un autre endroit, parce que c'est plus facile à saisir. Mais du coup, on laisse faire, sans aucun contrôle démocratique, l'essentiel du développement du parc et de la consommation. Donc l'essentiel de la politique énergétique. Donc c'est pour ça que nous, ça nous semble important de bien avoir conscience qu'il faut que les décisions démocratiques se fassent à toutes les étapes, que l'État a un rôle à jouer, que les acteurs privés peuvent avoir un rôle à jouer, les acteurs associatifs, etc., mais pour que tout le monde puisse être intégré, et pas seulement ceux qui ont investi dans la centrale. Et peut-être sur les exemples de projets citoyens qui peuvent exister. Aujourd'hui, on a des exemples de projets qui sont d'envergure assez importante. On a Andy et Marais, la centrale éolienne avec les éoliennes terrestres les plus hautes de France, qui ont une part de financement par un collectif citoyen, la collectivité. Donc, on n'a pas dans le livre décidé de fixer un seuil à partir duquel on considérait qu'il y avait une limite de puissance. Néanmoins, se pose la question du financement et de le taux d'emprunt pour même des centrales de cette taille-là serait de toute façon plus intéressante. Donc, il faut imaginer quel serait le sens de participation, de consultation, de retombées économiques dont pourraient bénéficier ces territoires. En compensation de la construction, en phase construction et de l'exploitation de ces parcs. Mais c'est vrai que sur le financement, on reste d'accord sur l'idée que ça sera toujours plus économique d'avoir un emprunt plus faible par un opérateur public que en passant par des acteurs privés. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des exemples aujourd'hui d'installations vertueuses, bien pensées et qui ont réussi à intégrer la population et à les embarquer dans ces projets-là. Et juste, il y a quelque chose qu'on entend régulièrement, c'est oui, mais on est obligé de faire appel à l'investissement privé. Et en général, c'est des grandes entreprises privées parce que l'État n'a pas d'argent. Or, en fait, de toute façon, si on veut construire des centrales, il faut à moins de se passer d'électricité, il faut s'endetter auprès de quelqu'un. Et s'endetter auprès de l'État avec un tarif réglementé qui va garantir les revenus, c'est de toute façon très sûr et beaucoup moins cher que si on s'endette auprès d'acteurs privés. Donc et maintenant, il commence un peu à y avoir des débats, y compris chez des gens qui avant ne prenaient pas trop l'investissement public, pour dire de toute façon, ces investissements, vu les masses d'argent et les durées, personne ne pourra le faire si ce n'est l'État.
Et quand c'est pas l'État, c'est des acteurs privés qui ont quand même une garantie d'État, parce que personne ne peut se permettre que la centrale s'arrête. Donc en fait, il y a des garanties d'État sous forme de tarifs d'achat, par exemple, fixés, garantis par l'État. Sauf qu'à la fin, ça coûte quand même beaucoup plus cher que si c'était directement un investissement public. J'ai l'impression un petit peu que depuis le début de l'émission, le fil conducteur, c'est quand même l'efficacité. Ouais. Entre la désoptimisation, en découpant l'opérateur en plusieurs bouts qui doivent quand même se parler, avec les différents opérateurs qui doivent aussi se parler entre eux, la désoptimisation sur la construction des moyens de production et maintenant sur les coûts tout simplement. C'est un peu ça qui ressort, c'est de se dire en fait le système actuel il est vraiment pas efficace et on sait comment le rendre plus efficace. Voilà, il n'est pas efficace, il est très coûteux en moyenne, c'est-à-dire qu'on paye donc on paye du coût du capital, donc on rémunère ce qu'on prête, et ça c'est très important. Et en plus de ça, on paye tout un écosystème financier et spéculatif et commercial qui n'existait pas avant et qui se fait de la marge, et ça c'est payé par la collectivité, quoi. Et en plus de ça, non seulement en moyenne ça coûte beaucoup plus cher, mais en plus, encore une fois, c'est complètement injuste, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont vraiment payer excessivement plus que ce qu'ils devraient. Donc, admettons qu'on ait réussi à définir notre futur énergétique, qu'on ait construit ou qu'on ait planifié en tout cas la construction des moyens de production et éventuellement d'ailleurs des autres infrastructures du système sur la partie consommation, le stockage, etc. Comment on exploite ce système ? Alors là, d'un point de vue technico-économique, je pense qu'il y a un relatif consensus. La meilleure façon de faire, c'est d'avoir un opérateur centralisé, un opérateur unique, alors évidemment public, comme était EDF avant, mais sauf qu'à la différence de ce qu'était EDF, cet opérateur ne serait pas propriétaire des moyens de production, puisque c'est propriété de l'État, on a dit, et des communes, n'aurait aucun levier sur le choix, n'interviendrait pas dans le choix des moyens de production. Donc ça serait un opérateur technique qui serait là pour exploiter au mieux et donc faire ce qu'on appelle le merit order, c'est-à-dire choisir quelle centrale démarre à quel moment. Alors dans l'idéal, puisque le réseau est européen, il faudrait que ça soit au niveau européen. Bon, pour arriver à un opérateur central européen, bon d'abord il y a des questions politiques, est-ce qu'on est d'accord pour déléguer complètement à l'Europe ça? Et puis d'autre part, je pense alors là, pour arriver à se mettre d'accord tous ensemble, on est encore là dans des décennies et à nouveau l'urgence de la crise ne nous permet pas d'attendre des décennies. Par contre, ce qui est absolument possible de faire, c'est garder le marché européen tel qu'il est, qu'on utiliserait pour les échanges avec nos voisins, mais mettre donc à la maille nationale, en France et puis dans les pays qui veulent, cet opérateur public, comme était EDF, qui donc décide quel moyen démarre en se coordonnant avec les autres via le marché européen. Et donc, il pourrait mettre en place une facturation des consommateurs sur la base des coûts de production, donc équitable pour tous et bas, comme on l'a vu, comme ça existait avant. Et en fait, le prix de marché ne serait utilisé que pour les échanges import-export avec nos voisins. Alors, il y en a qui ont dit, parce que en fait, cette proposition, elle est tout à fait accessible, facile à mettre en place, et il n'y a aucune critique crédible sur le plan technico-économique. Donc, il y a des ministres au moment de la crise où ça allait si mal, ou plein d'intervenants qui ont dit oui, mais c'est complètement irresponsable de dire qu'il faut sortir du marché parce que ça nous déconnecterait de nos voisins et on se retrouverait dans le noir. Eh oui. Alors on dit, bon, sortir du marché, on s'entend bien, ça ne veut pas dire arrêter d'échanger avec nos voisins. D'ailleurs, les échanges existaient avant le marché. C'est bien sortir de la financiarisation de ce secteur, démarchandiser, socialiser ça, avoir un exploitant public. Mais encore une fois, ça ne changerait rien à nos modes d'échange avec nos voisins. C'est-à-dire que déconnecter la France du reste de l'Europe, c'est un petit peu compliqué vu la position de Exactement, la France, ça irait mal pour nous, mais ça irait très mal pour les autres aussi. Donc personne ne veut ça, quoi. Personne ne veut ça. Et d'ailleurs, il y a des pays interconnectés comme la Suisse qui sont pas membres de l'Union européenne. Donc, alors après, il y en a qui nous ont dit oui, mais si on fait ça, c'est contraire aux règles européennes, effectivement. Enfin bon, je veux dire, vu les enjeux climatiques, les enjeux de survie de la planète, en fait, en tout cas de survie de des habitants de la planète, et compte tenu du désastre qu'on a pu tous constater pendant la crise, il y a eu des dérogations. Si la France fait ça, on va pas nous envoyer les chars. Et il y a déjà des pays qui ont fait pas exactement la même chose. Pas exactement ça, mais, l'Espagne et le Portugal. Mais qui se rapprochent un peu de cette décorrélation. Ouais, mais bon, de toute façon, on a mis des patchs, des rustines partout pour essayer de décorréler. On a fait des contrats long terme, on a mis tout un tas de systèmes. Le tarif réglementé de vente, qui reste encore pour les consommateurs, avec toutes les limites que j'ai décrites,
c'est aussi une dérogation. Donc en fait là, cette année, il y a à nouveau une consultation de l'Union européenne pour savoir si on va avoir le droit de maintenir ces tarifs réglementés de vente pour la France. Mais un jour, ça va finir par disparaître si on continue dans cette optique. Donc voilà, un système avec un opérateur public en France qui s'occupe d'exploiter, c'est-à-dire de la maintenance et de définir quelle centrale produit quoi à quel moment, interconnecté avec le reste de l'Europe. Donc en plus, c'est pas... Je veux dire, pour l'Europe, le marché continue à fonctionner comme avant, les États peuvent continuer à maintenir leur concurrence s'ils veulent, mais en tout cas en France, il y a un opérateur, il n'y a plus de fournisseurs en concurrence, il y a la production qui est publique et les usagers qui sont facturés selon les coûts de production. Et alors quand je dis selon les coûts, c'est sur la base des coûts de production, mais après il y a encore des débats à avoir pour faire en sorte que on injecte un peu des considérations écologiques et sociales pour par exemple la gratuité des premiers usages. Enfin je sais pas, vous avez dû réfléchir aussi à ça. Hein, on peut imaginer une tarification progressive où les premiers usages coûteraient gratuits et puis de plus en plus cher au fur et à mesure qu'on consomme. Voilà. Donc là on peut et cette tarification pourrait elle-même faire l'objet d'une délibération collective. Oui, complètement. Voilà, comment on veut faire en sorte que tout le monde ait accès à l'électricité dans les meilleures conditions, en incitant les gens à consommer au meilleur moment et en incitant surtout à ne pas surconsommer. Mais ça, le sujet de la tarification, c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que pour le coup, c'est un sujet qui est vraiment très politique et la technique là-dedans, elle est simplement sur les mécanismes. Mais en vrai, quand on parle de tarification progressive, gratuité des premiers usages, etc., c'est vraiment des choix démocratiques et on peut imaginer plein de configurations en fait. On peut imaginer aller plus loin sur les règles de flexibilité. Bon, on connaît le principe heure creuse, heure pleine, mais aujourd'hui avec les centrales renouvelables qu'on a, on se retrouve à décaler les périodes de forte production et pas forcément de consommation, plutôt dans l'après-midi qu'en pleine nuit. Et donc, on peut être effectivement innovant et créatif dans la façon d'imaginer une manière de faire facturer. Je pense aussi, par rapport aux personnes en précarité énergétique, on pourrait avoir des tarifs solidaires, on pourrait avoir l'abonnement qui serait gratuit pour ces personnes-là, ou en tout cas voilà, des différentes façons de pouvoir venir en aide aux personnes qui ont des faibles ressources. Le contre-exemple, là, ça a été par exemple l'augmentation de la taxe de la TVA sur l'abonnement qui est passée de 5,5 à 20%, qui a été décidée. Et encore ça, c'est une taxe, mais alors c'est une taxe, donc c'est une décision d'État, mais c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Mais encore une fois, ce qui s'est passé pendant la crise, on parlait même pas de 4 à 20%, quoi. On parlait de 300, 400% pour certaines entreprises. Et pour la flexibilité, c'est vrai qu'il y a souvent des fournisseurs pour se défendre disent oui, mais nous, justement, on met de la flexibilité. Mais en fait, là aussi, il vaut mieux gérer la flexibilité avec une vision globale. Parce que si on envoie à tout le monde le même signal de prix, tout le monde va réagir pareil et on va créer des pics de consommation. On avait déjà expérimenté ça ne fonctionne pas. Alors qu'on sait faire, il y a des algorithmes qui permettent de lisser au mieux, enfin de faire correspondre au mieux la consommation avec la production en étant le moins intrusif possible. Mais aujourd'hui, personne n'a plus cette responsabilité, donc on a cet algorithme et on ne peut plus rien faire. Et d'ailleurs, même la Commission de régulation de l'énergie reconnaît qu'en fait, ce qui intervient, enfin ce qui permet le mieux de faire jouer la flexibilité, ce sont les tarifs réglementés, c'est pas des offres ponctuelles. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a eu des réflexions dans certaines communautés de collectivités énergétiques sur comment répartir, comment faire rentrer un peu des règles sociales dans la tarification. Et à mon avis, ce qu'on propose là, c'est finalement étendre à l'échelle nationale, et non pas simplement à une petite collectivité, ces règles pour pouvoir les partager et pour pouvoir avoir une solidarité entre tous, quoi. Peut-être dire 2 mots sur cet opérateur public dont on parle depuis un moment en termes de gouvernance. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est que comme intrinsèquement, on ne souhaite pas revenir à un système étatique de personnes techniciennes sachantes et mieux sachantes que toutes les autres, comme ça a pu exister par le passé, c'est forcément multi-parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va avoir évidemment
l'opérateur et ses salariés, on va avoir les consommateurs, on va avoir les collectivités, on va avoir tout un tas de parties prenantes. Et on peut imaginer, à la manière de ce qui se fait dans les coopératives aujourd'hui, d'avoir une gouvernance avec différents collèges, avec une façon de consulter et de pondérer les avis des personnes qui peut se rapprocher des statuts coopératifs. Oui, et peut-être aussi un contrat de service public qui soit vraiment auditable par les citoyens ou par des organismes comme la Cour des comptes ou d'autres, c'est-à-dire avec des objectifs de service public de l'organisme qui soient discutés démocratiquement et un suivi via des rapports réguliers, quoi. Et juste pour... je sais qu'on a parfois le débat avec certaines organisations écolo, ou environnementales, qui ont l'impression que si on a un opérateur public comme ça qui exploite, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une production décentralisée. En fait, ça n'a rien à voir. Et presque, plus on a de la production décentralisée, plus on a un besoin de coordonnées centralisées. Et on peut faire le parallèle avec le réseau. Aujourd'hui, la gestion du réseau, elle est centralisée. C'est pas pour ça que ça empêche d'aller partout. D'aller partout, voilà, d'avoir de la production décentralisée. Donc, il faut, pour des raisons techniques, une forme de centralisation de l'exploitation, ouais. Mais il faut un contrôle citoyen à tous les niveaux et une transparence qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Et je pense que ce qui est reproché dans le fait d'avoir un organe centralisé, c'est qu'il y a peut-être certains... On sait qu'il y a une homogénéité sociologique très forte avec un point de vue, encore une fois, très technicien qui est défendu. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une gouvernance avec une pluralité de regards pour justement venir infléchir et éviter des personnes, d'avoir un monopole de personnes peut-être trop technosolutionnistes ou peut-être des personnes qui plaidaient pour davantage, comme ça a été par le passé, de production d'électricité au cas où, sait-on jamais, et finalement on se retrouve avec beaucoup plus que nécessaire. Et comme on se retrouve avec beaucoup plus, il faut trouver par où l'écouler, et donc on fait des choix de consommation d'électricité qui ne sont pas pertinents, mais parce que on a une surproduction qu'il va falloir écouler. Et donc ce sujet de gouvernance, il est important pour participer à la confiance et pour justifier du caractère de contrôle citoyen qui est défendu dans le syndicat. Et oui, il faut aussi, donc faut effectivement une direction, comme tu l'as dit, un contrôle citoyen multiforme, et il faut aussi des contre-pouvoirs. Il faut aussi un droit d'alerte pour les salariés. Aujourd'hui, c'est difficile de s'exprimer contre son entreprise, très difficile. On est censé... moi, je peux parce que j'ai un mandat syndical, mais sinon, on est obligé un petit peu d'être dans la ligne. Il faut conserver et peut-être renforcer des médiateurs entre le consommateur et entre les consommateurs et les usagers. Il va y avoir des droits de recours, quoi. Et puis, évidemment, après, c'est la question plus générale de la démocratie. Il faut des médias indépendants qui puissent critiquer. Enquêter, critiquer. Enquêter, critiquer, ouais. Du coup, je vous propose de conclure un petit peu cette émission sur qu'est-ce que ce nouveau système changerait pour les uns, les unes, les autres. Je propose, James, que tu nous expliques un peu ce que ça changerait. En 2 mots, on va faire un petit peu pour chaque partie de la société. Pour les ménages, par exemple. Pour les ménages, en fait, on pourrait revenir à une généralisation de ce qui existe avec les tarifs réglementés aujourd'hui. Donc, une visibilité... Comme les coûts de production sont connus et le coût de l'électricité part du prix de la production, et on a une visibilité sur du long terme, et donc les personnes peuvent avoir l'assurance d'éviter les effets de yo-yo qui ont été décrits. Et en plus, un certain nombre d'avantages sociaux, on a parlé des premiers kilowattheures gratuits, la tarification progressive, peut-être un statut particulier pour les personnes en précarité énergétique ou certains niveaux de revenus. Donc on reviendrait à une stabilité de prix plus importante. Pour les entreprises? Pour les entreprises, c'est assez similaire. Mais peut-être à la différence des ménages en termes d'investissement et de capacité à se projeter dans l'avenir et de mener leurs activités sereinement. Il y a un enjeu d'emploi et de relocalisation assez importante qui est liée au coût de l'énergie, et donc ça serait favorable en termes d'emploi.
En parlant d'entreprise, Anne, tu as commencé à en parler un petit peu, mais pour les salariés, qu'est-ce qu'on... Pour les salariés, il y a aujourd'hui un statut qui s'appelle le statut des industries électriques et gazières, qui est plutôt un statut, enfin en tout cas historiquement, qui reste quand même protecteur, hein, qui est né au sortir de la guerre, le Conseil national de la résistance. Bon, celui-là, il doit continuer à garantir des bonnes conditions de travail homogènes, y compris pour aujourd'hui, il y a beaucoup de sous-traitance, beaucoup de filiales, de plus en plus de gens sont écartés de ça. Protéger, j'ai dit, hein, la liberté de parole des salariés, parce que c'est aussi des conditions de vérifier que tout se passe bien de l'intérieur aussi. Ils doivent utiliser leurs compétences pour la mettre au service de l'intérêt général. Le fait que ça soit public, je pense que ça redonne un sens au travail. Nous, on souffre du fait qu'on est rentré dans une entreprise publique et maintenant on est en recherche de rentabilité permanente avec pour nous des besoins qui s'écartent de l'intérêt général. Et puis le fait d'avoir un opérateur public comme ça doit permettre, bon, c'est pas une garantie, mais il faut de prévoir, de se projeter sur le long terme pour permettre des reconversions des salariés, parce qu'on sait que voilà, les technologies évoluent et qu'on va avoir besoin de moins de salariés dans tel secteur et de plus d'autres, et donc de mettre en place des formations, de les accompagner pour qu'ils ne soient pas pénalisés et puis pour qu'ils soient partie prenante de cette transition énergétique. Pour la collectivité, James, qu'est-ce que ça changerait, ce système ? Les collectivités, notamment celles qui vont avoir une installation sur leur territoire, va y avoir davantage de retombées économiques. Il y a la différence de ce qu'on connaît aujourd'hui, où un investisseur va être le seul finalement à capter, à part un certain nombre de taxes, notamment de droits de passage, des câbles ou ce genre de choses. Il y aura davantage on pense d'acceptabilité et de bénéfices pour la collectivité dans ce schéma-là, parce qu'elle aura été davantage consultée, partie prenante. Et en plus, comme le lien sera fait entre la production et la consommation, il y aura une meilleure aussi compréhension, pédagogie autour de ces installations. Elles permettent de faire vivre l'école, la salle de spectacle, et donc il y a une meilleure compréhension du tableau d'ensemble et de ce qu'elles apportent et ce à quoi elles contribuent en termes de neutralité carbone, décarbonation, etc. Et puis en tant que consommatrice aussi. Le même argument de la visibilité sur les prix qui sont moins dans le yo-yo. La gestion de leur budget plus facile, et de se projeter sur le long terme. Oui, tout ça, c'est ménages, entreprises, collectivités, c'est aussi des usagers en fait et du coup, pour lesquels la stabilité des prix, c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, elles investissent toutes à leur niveau, les ménages, sur la transition, sur la rénovation par exemple des logements, c'est un gros levier aussi. On a parlé aussi des acteurs du système énergétique et du marché de l'électricité. Donc, qu'est-ce que ça changerait pour les producteurs, pour les fournisseurs ? Alors pour les producteurs, en fait, il y aurait toujours des constructeurs, en tout cas tels qu'on le voit aujourd'hui, donc qui répondraient aux appels d'offres, mais qui seraient plus exploitants. Donc les exploitants seraient publics, qui seraient nationalisés, je sais pas comment on va socialiser. Pour les fournisseurs, bon là, il va plus rester grand-chose, il faut être honnête, c'est-à-dire que ça n'existait pas avant, on va revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire dans la mesure où on a un tarif réglementé pour tout le monde, décidé démocratiquement, il n'y a plus lieu de maintenir de toute façon, il n'y a jamais eu lieu de maintenir cette activité spéculative d'achat pour revente. Après, les activités qui ont été développées par des fournisseurs militants, comme Enercop, qui sont vraiment une minorité, faut dire ce qui est. Bon, là, il faut garder ce qu'elles ont apporté, notamment toute l'éducation populaire, un peu autour de l'énergie, tout le fait d'accompagner des petits projets renouvelables et de travailler sur l'application citoyenne, tout ce que tu as raconté, le fait de sensibiliser les gens à mieux consommer, moins consommer. Bon, ça, on pourra le garder, mais c'est très différent de l'activité. Aujourd'hui, vous êtes obligé de le lier à une activité d'achat pour revente. Demain, ça ne serait plus nécessairement le cas. Je ne sais pas si tu veux compléter, James, sur cette... C'est ça, c'est-à-dire que moi je pense qu'il y aura des métiers au sein de l'opérateur public qui feront sens pour les personnes qui sont dans cette structure-là, et donc je ne suis pas très craintif de comment repositionner sur le marché du travail certaines personnes. Après, il y a eu un travail
précurseurs sur des questions de sobriété, d'importance des énergies renouvelables ou autres, qui peuvent être conservés. Et donc c'est pas la disparition de l'esprit, du caractère un petit peu voilà, précurseur, comme je le disais avant. Mais c'est sûr que ça va avoir un impact important en termes de la façon dont est construit les revenus aujourd'hui d'une structure comme celle-ci. Mais il y a d'autres fournisseurs alternatifs, quelques autres dans lesquels nous on est en coalition pour justement pousser sur les questions de garantie d'origine ou autres qui seraient dans la même situation et qui auraient besoin de créer leur propre transformation. Mais je pense qu'il faut vraiment raisonner par étapes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comme service public au service de l'intérêt général, des usagers et de la transition énergétique, et ensuite quel est le rôle de chaque acteur. Parce que je vois dans le débat sur l'hydroélectricité toujours, il y a beaucoup cette position d'un certain nombre de se dire que va devenir EDF, que va faire EDF, mais c'est pas la question normalement, c'est de quoi on a besoin comme hydroélectricité pour qu'elle soit gérée au mieux dans l'intérêt général. Et chacun trouvera sa place et j'ai pas trop d'inquiétude pour l'ERCOP. Enfin, peut-être sur le marché européen, du coup, qu'est-ce que ça change? Enfin, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça changerait concrètement? Alors en fait, pour les autres pays, ça va. Alors, ce que ça va changer, c'est qu'ils pourront plus envoyer des fournisseurs étrangers contribuer à la privatisation de notre service public. Et inversement, on va peut-être y revenir. Ça veut dire aussi que nous, Français, un groupe français dont EDF, on ne pourra plus participer à la privatisation des services publics des autres. Mais globalement, sinon, d'abord techniquement, ça ne va rien changer. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une bourse de l'énergie qui fixe le prix de marché, qui voit un certain nombre d'acteurs à la maille européenne. En France, il verra un seul acteur. Ça sera l'opérateur public français. Le développement des interconnexions va se poursuivre comme avant. À nouveau, c'est pas en lien avec le marché, c'est juste en fonction des besoins, sur des études technico-économiques et éventuellement avec un aspect politique. Et sur l'organisation des échanges, ça changera rien du tout. Et sur ce qu'on appelle le merit order, donc le fait qu'il y ait une optimisation à l'échelle européenne de l'appel des centrales, qu'on appelle les centrales de la moins chère à la plus chère, à la maille européenne et non plus à la maille nationale, ça aussi, ça restera comme ça. C'est-à-dire que nous, on sera coordonnés, l'opérateur public sera coordonné avec les autres pays via le prix de marché. Si on n'arrive pas à faire mieux, en plus, probablement, on peut arriver aussi à faire mieux là-dessus. Et enfin, qu'est-ce que ça changerait globalement pour la planète, pour tout le monde Alors c'est sûr que l'enjeu, il y a un enjeu, et nous on est un petit pays malgré tout, et que il va falloir changer de braquet à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a des grands groupes, y compris en France, j'ai dit, qui participent, je veux dire, au pillage du service public des autres pays sous prétexte de les aider dans une démarche un petit peu qui est des relents un peu colonialistes, quoi. Quand on investit, quand Total Energy, je pense que c'est même pas la peine de le décrire, ce qu'il fait dans un certain nombre de pays sans respect aucun pour les populations locales, mais même Engie aussi, il y a tout un tas d'entreprises, mais même EDF, quand EDF va développer par exemple des barrages dans certains pays d'Afrique. Alors déjà, il va dans des pays... il a participé à ce projet délirant qu'on appelle NEOM en Arabie Saoudite, qui est absolument contre tous les objectifs de sobriété, on va dire. Mais même quand il va dans des pays où il y a un vrai besoin d'hydroélectricité, il demande des taux de rentabilité. Il se comporte comme un acteur privé, en fait. Donc, il demande des taux de rentabilité qui font que ces pays pauvres, en tout cas en développement, vont devoir payer plus que ce qu'ils paieraient si c'était les États qui développaient. Donc, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il faut absolument une coopération technique, financière, éventuellement avec ces pays, mais on peut mettre au service, l'opérateur public pourrait mettre au service de ces pays leur savoir-faire, les aider, sans pour autant devenir propriétaire de leur barrage. Et je pense qu'il est temps aussi de se rendre compte que c'est normal d'aider ces pays, dans la mesure où on a quand même la crise dans laquelle on est, le dérèglement climatique dans lequel on est, les pays riches ont une responsabilité première. Donc, c'est un juste retour des choses qu'on aide un petit peu les pays qui en subissent les premiers les conséquences. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus Simplement, pour reboucler sur le début, l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone de par la décarbonation et le fait qu'on ait réussi à mettre en place les solutions pour substituer les énergies fossiles
pour une partie vers l'électricité. On l'a dit, ça permet, de par la visibilité que c'est donné, de réussir à faire naître, voir le jour à ces infrastructures. Et donc, on se rapproche davantage de notre objectif de neutralité. Et peut-être si je peux rajouter aussi un mot de conclusion, hein. Moi je voudrais quand même rappeler qu'on est face à nouveau à une crise majeure, que tout le monde sait qu'il faut investir massivement et urgemment, notamment dans l'énergie, hein, pas seulement, que là on perd un temps fou dans des discussions sans fin sur essayer de réorganiser un modèle autour du marché qu'on n'arrive pas à faire. Et je pense qu'il faut que tout le monde, y compris, je m'adresse un peu aux organisations environnementales, il y a beaucoup de débats sur quel type d'énergie on veut, et c'est normal. Il y a beaucoup de débats aussi sur comment réduire la consommation, et c'est essentiel. Mais si on ne s'empare pas de cette question de comment on organise, comment on sort des mains, des griffes, des intérêts privés, le système électrique et pas seulement, on se condamne. On n'y arrivera pas comme ça. On n'arrivera pas parce qu'on n'a pas de planification à long terme. Et donc, à chercher si on ne serait pas tout à fait d'accord sur tel mot ou tel mot, on laisse les intérêts privés faire. Et on va dans le mur. Et peut-être aussi pour finir, là on a parlé de l'électricité, mais cette question-là pourrait être étendue aux autres énergies et surtout aux usages, quoi. C'est-à-dire qu'en fait là, on n'arrive pas du tout à atteindre nos cibles pour beaucoup sur la décarbonation des usages, parce qu'on laisse faire le marché, parce que malgré tout il y a encore un peu de planification publique sur l'énergie, mais il n'y en a pas sur la décarbonation, donc il faut absolument reprendre la main démocratiquement sur cette planification de long terme des usages, avoir des politiques volontaristes et pas seulement demander aux entreprises si elles sont d'accord ou pas pour mettre de l'argent dedans. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Je rappelle que du coup, le livre « L'énergie est notre avenir, socialisons-la » est dans toutes les librairies indépendantes et sur le site d'Attaque France. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, James et Anne, à ce petit débat et cette présentation. Et je rappelle aussi que ce livre et cette collection, faut vraiment les voir comme des outils. Enfin, en tout cas, nous, avec Attaque et Sud Énergie, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est-à-dire voilà, produire une proposition, un outil pour débattre, pour en parler. Et donc, l'objectif, c'est de s'en emparer et de faire en sorte que on puisse avoir des vrais débats, comme tu disais, sur le fond des choses et pas juste regarder quelle rustine, de quelle couleur on met la rustine sur ce système qui dysfonctionne. Et finalement, c'est moins compliqué que ce qu'on croit. Et c'est moins compliqué que ce qu'on croit, effectivement. C'est le mot de la fin.